Nous avons vu comment Internet a fait s'effondrer les barrières des coûts et du savoir. Logiquement, on pourrait penser que l'argent est devenu moins important, que le financement est un sujet secondaire dans ce nouveau monde d'abondance. Et pourtant, en parallèle de cette démocratisation, nous avons assisté à un phénomène inverse, presque paradoxal. Jamais dans l'histoire de l'humanité, autant d'argent n'a été injecté dans de jeunes entreprises. On entend parler tous les jours de startups qui lèvent des millions, des dizaines de millions, parfois des centaines de millions d'euros avant même d'être rentables. Cela crée une image incroyablement confuse pour l'entrepreneur qui débute. D'un côté, on lui dit qu'il peut démarrer avec rien. De l'autre, les médias ne célèbrent que ceux qui brassent des sommes colossales. Cette vidéo est là pour démystifier ce paradoxe, pour vous expliquer la mécanique de cette bulle apparente de financement. Nous allons plonger au cœur de la machine du capital risque ou Venture Capital VC. Nous allons comprendre comment Internet a créé le carburant de cette machine, pourquoi elle s'est emballée, et surtout pourquoi ce modèle, bien que spectaculaire et ultra médiatisé, est une illusion pour la grande majorité des entrepreneurs. Comprendre ce jeu est vital, pas nécessairement pour y jouer, mais pour choisir en toute conscience de ne pas y jouer. Pour comprendre l'explosion du VC, il faut d'abord comprendre que l'Internet n'a pas juste permis de faire les mêmes choses plus vite. Il a donné naissance à des modèles économiques d'un genre entièrement nouveau. Des modèles qui possèdent deux super-pouvoirs que les entreprises traditionnelles n'ont pas. Le premier super-pouvoir, c'est la scalabilité, à coût marginal quasi nul. C'est un concept qui a l'air compliqué, mais qui est très simple. Imaginez que vous êtes un boulanger. Chaque nouveau client qui entre dans votre boutique vous demande de produire un nouveau croissant. Ce croissant a un coût, de la farine, du beurre, de l'électricité pour le four, votre temps. C'est ce qu'on appelle le coût marginal. Pour servir 1 million de clients, il faut produire 1 million de croissants. Le coût est proportionnel. Maintenant, imaginez que vous avez créé un logiciel. Vous avez passé 1 an à le développer. Le premier client qui l'achète vous permet de commencer à rembourser ce coût initial. Mais le deuxième client, le millième, le millionième, le coût pour lui livrer le logiciel est quasiment de zéro. C'est une simple copie numérique. Une fois le coût fixe de développement amorti, chaque nouveau client est presque du profit pur. C'est la magie du numérique. Cette capacité de servir une infinité de clients sans augmenter les coûts de production de manière significative, c'est la scalabilité. Et elle promet des profits potentiellement exponentiels. Le deuxième super-pouvoir, encore plus puissant, ce sont les effets de réseau. L'effet de réseau, c'est quand un produit ou un service devient de plus en plus utile à mesure que le nombre de ses utilisateurs augmente. L'exemple le plus simple, c'est le téléphone. Si une seule personne au monde a un téléphone, l'objet ne sert à rien. Si 2 personnes en ont un, il devient un peu utile. Si 1 milliard de personnes en ont un, il devient indispensable. Sa valeur a explosé avec le nombre de ses utilisateurs. Les réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram fonctionnent sur ce principe. Votre expérience est d'autant plus bonne qu'il y a de plus en plus d'amis à vous dessus. Les places de marché comme Airbnb ou Blablacar aussi. Plus il y a de hôtes sur Airbnb, plus la plateforme est intéressante pour les voyageurs. Et plus il y a de voyageurs, plus il est intéressant pour les hôtes de s'y inscrire. C'est un cercle vertueux. Quand vous combinez ces deux super-pouvoirs, la scalabilité et les effets de réseau, vous créez une dynamique économique explosive, celle du « winner takes it all ». Le gagnant rafle toute la mise. Dans un marché à fort effet de réseau, il n'y a souvent que de la place pour 1 ou peut-être 2 acteurs dominants. Une fois qu'un réseau social a atteint une taille critique, il devient presque impossible pour un nouveau venu de le déloger. Pourquoi iriez-vous sur un nouveau réseau social où aucun de vos amis n'est ? Cette dynamique du winner takes all change complètement les règles du jeu. La compétition n'est plus une course de fond où l'on cherche à être le plus rentable. C'est une course de vitesse effrénée où le seul objectif est d'être le premier à atteindre la taille critique. La vitesse devient plus importante que la rentabilité. Et pour aller vite, très très vite, il faut du carburant. Énormément de carburant. C'est là que le capital risque entre en scène. Les VC ne sont pas des investisseurs classiques. Ils ne cherchent pas à financer une PME qui va devenir gentiment rentable et verser des dividendes pendant 30 ans. Leur modèle est basé sur le quitte ou double. Ils investissent dans 100 entreprises en sachant que 90 vont faire faillite, que 9 vont vivoter, mais qu'une seule va devenir le prochain Google ou le prochain Facebook et rembourser 1000 fois la mise, couvrant ainsi toutes les autres pertes.
Leur seule et unique question est: est-ce que cette entreprise a le potentiel de dominer un marché mondial en moins de 10 ans? Si la réponse est oui, alors ils sont prêts à injecter des sommes colossales pour financer une stratégie d'hypercroissance. L'argent ne sert pas à être rentable, il sert à acheter la vitesse, il sert à brûler le marché. On parle de blitzscaling, la guerre éclair. L'objectif est de sacrifier la rentabilité à court terme pour atteindre la domination du marché à long terme. Pour comprendre cette logique dans sa forme la plus pure et la plus extrême, il n'y a pas de meilleur exemple que Uber. Quel est le modèle d'Uber ? C'est l'archétype de la place de marché numérique, rendu possible uniquement par Internet, les smartphones et le GPS. Uber ne possède aucune voiture et n'emploie aucun chauffeur. C'est une plateforme logicielle qui met en relation deux côtés d'un réseau, des passagers qui ont besoin de se déplacer, la demande, et des chauffeurs disponibles, l'offre. C'est un modèle à deux effets de réseau parfait. Dans une ville donnée, plus il y a de chauffeurs Uber, plus le temps d'attente pour un passager est court. Plus le temps d'attente est court, plus les passagers sont incités à utiliser Uber plutôt qu'un taxi ou leur propre voiture. Plus il y a de passagers, plus les chauffeurs potentiels sont incités à s'inscrire sur la plateforme, car ils savent qu'ils auront des courses. C'est le cercle vertueux. Dans ce jeu, le premier qui réussit à construire le réseau le plus dense dans une ville gagne la ville. C'est du winner takes all, ville par ville. Les fondateurs d'Uber ont compris cela. Ils ne pouvaient pas se permettre de grandir lentement, de manière organique, rentable, ville par ville. S'ils l'avaient fait, un concurrent serait arrivé à Paris, un autre à Londres, un autre à Mexico, et le marché mondial se serait fragmenté. Leur seule stratégie était la guerre éclair. Lancer le service dans des centaines de villes à la fois le plus vite possible, pour planter leur drapeau et verrouiller le réseau avant tout le monde. Et une telle stratégie, ça coûte des milliards, littéralement. Uber a levé plus de 25 milliards de dollars en capital risque avant son entrée en bourse. Où est passé tout cet argent ? 1. Subventionner les courses. Pour attirer les premiers passagers, les courses étaient vendues à perte, bien en dessous de leur coût réel. C'est le VC qui payait la différence. 2. Payer des bonus aux chauffeurs. Pour attirer les premiers chauffeurs, Uber leur offrait des primes de bienvenue et des revenus garantis. C'est le VC qui payait. 3. Marketing massif. Des campagnes de publicité gigantesques pour s'imposer dans l'esprit des consommateurs. 4. Bataille juridique. Des armées d'avocats pour combattre les régulations des taxis dans chaque pays. Pendant plus de 10 années, Uber a perdu des milliards de dollars chaque année. C'était pas un accident, c'était le plan. L'argent des VC n'était pas un investissement pour la rentabilité, c'était le financement d'une guerre de conquête. L'objectif n'était pas de gagner de l'argent, l'objectif était de gagner le marché. Uber est l'illustration parfaite de la logique, de la puissance et des excès de l'écosystème du capital risque. Alors pourquoi est-ce une illusion ? Parce que les médias ne montrent que ces histoires. On ne parle jamais des milliers d'entreprises qui ont levé des millions, qui se sont lancées dans cette course folle et qui sont mortes en cours de route, en ayant tout brûlé. Lever des fonds auprès de VC n'est pas un signe de succès. C'est le début d'un chemin extrêmement exigeant, risqué et qui n'est adapté qu'à une infime minorité de projets. Et surtout, cet argent n'est pas gratuit. Il vient avec des contreparties énormes. 1. La perte du contrôle. Quand vous levez des fonds, vous vendez des parts de votre entreprise. Les investisseurs entrent à votre conseil d'administration. Vous n'êtes plus le seul capitaine à bord. Ils ont leur mot à dire sur la stratégie. Et si vous ne performez pas, ils ont le pouvoir de vous remplacer. Vous pouvez être viré de votre propre entreprise. 2. La pression de l'hypercroissance. Fini le temps de l'expérimentation tranquille. Vous êtes sur un tapis roulant réglé à la vitesse maximale. Vous avez des objectifs de croissance trimestrielle délirants à atteindre. La culture de l'entreprise change. Le plaisir de créer peut vite être remplacé par le stress de la performance à tout prix. 3. L'obligation de sortie. Un VC a besoin de rendre l'argent à ses propres investisseurs avec un profit dans un délai de 7 à 10 ans. Cela veut dire que votre entreprise doit avoir une sortie. Soit elle est vendue à un plus gros acteur, comme le rachat d'Instagram par Facebook, soit elle entre en bourse. L'idée de construire une belle entreprise familiale et de la transmettre à ses enfants est totalement incompatible avec le modèle VC. Lever des fonds, c'est signer un pacte. Vous échangez la liberté et le contrôle contre la vitesse et la puissance de feu. C'est un choix stratégique majeur qui doit être mûrement réfléchi. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons l'alternative, la voie royale pour 99% des entrepreneurs, la voie de l'indépendance et de la rentabilité, le bootstrapping.